Bonjour. Ici, je vais parler du projet Neumann numéro 5, c'est-à-dire chapitre 5. Je vais d'abord notifier comme rappel pour dire que, en plus de ce que j'avais inventé, et en plus des grosses inventions qui peuvent rapporter très gros financièrement que j'ai actuellement en possession, il y en a 2 très grosses et d'autres une dizaine beaucoup plus petites. Donc j'ai presque 12 inventions encore, inventions technologiques. Et je peux vous assurer que c'est moi qui avais inventé l'idée et le processus de l'impression à 3 dimensions qui est développé par ces entreprises qui, eux, croient que c'est eux qui les ont développés. Donc je suis à l'aube de la haute technologie. Donc je veille comme un hibou sur la haute technologie et la science et le monde de venir de la technologie et le monde des mœurs des individus. Parce que certainement, en tant que surdoué, c'est probable que j'ai fait autant de choses. Ce qui est vrai d'ailleurs. Donc ici, je vais parler d'un compte rendu de mon parcours à TTK, dans le rôle de surdoué et d'agent secret auquel j'ai pu faire allusion, ou qui a été greffé dans ma vie parce que j'étais un surdoué, dont je devais certainement servir au service de renseignement de façon importante et même capitale pour l'information, la qualité de l'information et surtout la stratégie et les globalités et les détails sur ce que c'est que le travail de renseignement dans la récolte des informations. Et que, notamment en tant que surdoué, ce qui est très rare, j'ai pu produire incessamment de façon capitale pour avoir toute une globalité, une gamme de données qui sont importants intellectuellement pour toutes sortes d'activités, quoi que ce soit. Voilà. Donc, ici, mon parcours à TTK en tant qu'agent secret, de 2004 à 2005, je suis colloqué à Saint-Jean par le juge Brandon, qui se fait assassiner vers 2009. Alors, je ne peux pas travailler puisque je suis sous maintien. Je passe mon temps à créer de la musique, à m'amuser et à fréquenter des individus. C'est durant cette longue période que je me fais une dizaine de petits amis avec qui j'ai eu de bonnes relations. Alors, je crie ici mon agacement sur les propos aléatoires et non fondés des psychiatres qui m'auraient suivi durant toute cette période, à savoir qu'en sortant de Saint-Jean, je fréquente le médecin Jacquemin, psychiatre à Saint-Jean, en consultation. Alors, j'essaie de trouver du travail et c'est alors que j'ai une place de travail pour 3 mois à DHL dans le déballage du cargo, d'un cargo d'avion. Je travaille essentiellement la nuit et je rentre vers 7 heures du matin pour me reposer. C'est donc de cette façon que je n'ai pas pu assister à mon rendez-vous avec le juge Brandon pour voir s'il fallait prolonger la mesure de maintien. N'étant pas au rendez-vous, ce qu'il ne faut même pas prendre en considération, car le médecin a la formelle obligation de délivrer au juge un avis positif par rapport à ce qui est de mon état, ou plutôt négatif. Si on n'est pas présent auprès du juge alors que l'on est présent en consultation, je pense qu'il y a là la mauvaise foi du docteur Jacquemin à me compliquer la vie. De plus, ils ont mon numéro de téléphone et ne cherchent en aucune façon de me contacter. C'est un hôpital où aurait séjourné une personne que je connais, qui aurait contacté donc cette personne-là pour me dire que je dois me faire hospitaliser. De plus, ils savent où j'habite, ce qui me semble être inadmissible et louche, bizarre. Ceci va durer 3 mois afin qu'un jour je décide de téléphoner à TTK, car c'est à TTK que je suis recherché. Alors, j'ai au téléphone le docteur Lauréat, qui me dit que je dois me présenter afin de me faire hospitaliser. Je lui dis que je travaille et que je voudrais venir en consultation,
mais pas me faire hospitaliser. Elle me répète que je dois me présenter. Alors je me présente, je me déplace vers 11 heures du matin vers le centre TTK et que j'ai du mal à trouver et à m'y référer. Tout de suite arrivé, je demande à manger car je n'avais pas encore mangé de toute la journée, ce qui marque que je ne me méfie pas du tout et que je n'ai pas un sentiment de peur, ni d'angoisse, ni de méfiance. Alors ils me prennent et m'hospitalisent de force et m'enferment. Car ce qu'on trouve chez les psychotiques à type paranoïaque, c'est qu'ils ont dans leur état de crise une situation de méfiance et de confiance. Alors le docteur Lauréat, qui me suivra, me donne du Risperdal et me propose de me donner des anxiolytiques comme le Temesta, que je dois prendre automatiquement car c'était du Temesta Expedite, ce que je doute que je n'en ai eu aucunement besoin. D'autant plus qu'on me donnera la dépakine, soi-disant qu'un stabilisateur d'humeur, ce qui va être enlevé plus tard par le docteur Mourat, qui certainement ne prendra pas en compte cela, et voilà, la preuve est que je n'avais pas besoin de la dépakine pour fonctionner, ni du Temesta. Je rencontre alors l'assistant social, Stéphanie Setin, qui me propose de m'avancer de l'argent pour mon tabac. En même temps, on m'a placé à ce que j'avais appris sous administration provisoire. On m'a placé sous administration provisoire à mon insu, par surprise, dont l'administrateur était Gilles Olivier, et dont les rapports avec cet administrateur ne vont guère être du plaisir ni de la convenance de politesse. Le jour suivant, je vois Stéphanie Setin, l'assistant social, qui me dit qu'il faudra aller chez moi pour récupérer toutes mes affaires à l'avenue des Saisons à XL, ce que l'on fait avec un infirmier et le chauffeur. On récupère donc mes affaires et on les parque au grenier de TTK, car c'est beaucoup d'affaires et à savoir 2 camionnettes bien remplies. Le problème est, à ma grande surprise, après 2 semaines d'hospitalisation, le docteur Lauréat me dit que je peux sortir et probablement maintenant que je n'ai plus de logement car Stéphanie Setin, avec l'association de Gilles Olivier, ont cassé mon contrat de bail dont le loyer était de 400 €, charges comprises. Alors, comme je n'ai plus de logement, je mets la pression sur mademoiselle Setin afin qu'elle contribue largement à me trouver un logement, car c'est de sa faute. Alors, une semaine plus tard, elle trouve un logement, mais c'est un home pour sans domicile fixe et alcoolique, dont elle me dit que la chambre coûte 200 € par mois. Alors, à ce prix et à ces informations, j'accepte et je pars donc de TTK une semaine plus tard, suivant ces événements. Mais arrivé à ce home, à l'avenue Slex numéro 24 à Scarbeck, j'apprends que l'on paye 800 € par mois pour les logements et j'ai en ce jour 30 € d'argent de poche. Je gagne à peine 700 € par mois. Mais je dois payer 800 € par mois pour loger là-bas. Ce qui veut dire, si vous voyez les analyses comptables, je dépense plus que je n'épargne. Et ceci grâce à mes économies. Aussi, de par mes analyses, c'est que Gilles Olivier, l'administrateur, fait plus confiance à mademoiselle Setin qu'à moi, et voir la mauvaise gestion de mes finances et voir leur sens discriminatoire sur ma personne. À partir de ce moment, j'ai réellement pensé qu'il y avait quelque chose de plus développé en mon encontre et voire même vicieux. Après 2 mois, un incendie prend le home où nous sommes au moins une vingtaine de personnes enfermées dans les flammes, et on croyait réellement ne pouvoir pas s'en sortir, donc mourir. Mais après une demi-heure, les pompiers arrivent et éteignent l'incendie. Nous nous réfugions alors dans une chambre qui est la mienne, où rien n'a brûlé à l'étage. C'est alors que l'on sort 2 par 2, la gérante du home essaye de nous loger, mais elle ne trouve pas de logement. Je suis dans la rue, sans rien à manger, même pas une douche,
et n'ayant pas d'argent, je ne récupère pas mes affaires, mes vêtements, mes meubles, mes documents, mes écrits, mes thèses, et je ne les reverrai plus jamais. C'est alors quand je dis à mademoiselle Setin que je devais gagner et dépenser au Rhum, elle me dit de toute façon, en faisant l'innocente, que c'est de l'arnaque. Mais je crois que elle savait très bien où elle m'avait envoyé en ce qui consistait à ce à quoi je devais m'attendre. Alors, sous la pression et n'ayant nulle part où aller, je me fais hospitaliser de nouveau. À cause du simple fait que je n'ai nulle part où aller, que je n'ai pas de Home, mais non pas à cause d'une raison de maladie. Donc, si c'est cela être malade que d'avoir de telles circonstances où je ne suis pas tranquille et où je ne peux pas mener à bien mon quotidien, si c'est cela être un schizophrène ou un psychotique, je trouve vraiment, avec mon plus grand respect, que je dois à une profession qui prend plus de 10 ans à réaliser que malgré cela, ces professionnels de la santé mentale qui m'ont suivi n'ont en aucun cas un argument fondé, ni objectif, ni logique. Alors, je pouvais mériter cependant de cette hospitalisation dans le cadre d'une fragilité sociale dans laquelle ces professionnels de la santé mentale m'avaient placé et dont ils avaient provoqué ces situations. De nouveau hospitalisé à Titicaca, vu ces circonstances et vu le fait que je suis sous maintien à Titicaca, ils vont me placer au B4 où je reste 3 mois avant de partir pour Liège. Arrivé à l'hôpital Agora, là le médecin Mourat supprime tous mes médicaments, à part le Risperdal, et me donne uniquement le Risperdal donc. Le tout premier jour, il me dit en même temps qu'il ne veut pas me voir à l'hôpital toute la journée, et je dois faire donc certaines activités dont le sport que j'ai a priori choisi de faire tous les matins. Après 3 mois suivants, je trouve un logement à Liège, et dont l'administrateur m'a obligé à trouver moins cher. C'est alors que j'ai une chambre, bien sûr insalubre, mais qui coûte 200 € tout compris, et j'ai un revenu environ de 1200 € ou 1300 €, et je reçois 30 € par semaine pour me nourrir, acheter mon tabac, et ainsi de suite. Ce qui ne va pas changer du tout pendant de longs mois. Je dois avoir un médecin psychiatre en post-cure, dont le docteur Godefroy, et je fais la piqûre du Risperdal Constat chez le médecin traitant Nathalie Boxu. Vu les circonstances difficiles en moyens de subsistance, je dois me faire hospitaliser encore une fois afin et simplement pour la simple raison que l'assistance sociale doit contacter mon administrateur pour que je reçoive de l'argent, plus d'argent que d'habitude, dont le résultat est que j'ai obtenu 60 € par semaine, mais je me suis fait hospitaliser, ce qui entre en compte dans le système de processus de mise en colocation et mise en maintien, qui veut dire que quand vous vous faites hospitaliser en DA de 2 ans, en moins de 2 ans, alors vous êtes de nouveau placé sous maintien. Donc c'est un cycle vicieux où je ne m'en sors pas et qui ne qualifie pas ainsi le besoin de traitement et d'assurance de traitement dont je devrais faire preuve, ainsi de suite. Il n'y a même pas possibilité de faire une dérogation, une exception à la règle. Mais pas pour ce que je suis malade et que je vis une crise de je ne sais quoi. Alors j'apprends par la suite que ma mesure de maintien est prolongée, ce qui me met en colère. Je décide alors de jeter l'éponge, je me décourage, je me démoralise, je demande au docteur Mourat de m'intégrer à nouveau à Agora. Il va l'accepter, mais lorsqu'ils ont vu que j'avais un piano avec moi, ils m'ont dit de le ramener, alors je le sors de nouveau, et c'est alors qu'il décide de me mettre à l'isolement sans fondement de sa raison et m'expédie à Titicaca. Arrivé à Titicaca, je fais 1 mois et demi et je trouve une place au Petit Rien. Mais comme j'avais avec moi 2 pistolets factices qui coûtent à peine 5 € et qu'ils avaient d'ailleurs confisqué carrément des jouets d'enfants, en partant de nouveau de Titicaca pour le Petit Rien en chemin, je ne m'attends pas à ce que l'on me rejette et me refuse à l'entrée sous le prétexte que j'ai 2 faux pistolets avec moi. En ce moment, j'ai récupéré la gestion de mes biens depuis Liège en étant passé chez le juge.
Je me dirige alors à Evere pour parquer mes affaires dans un garde-meuble et je cherche un logement. C'est alors que je trouve un logement près de là où habite mon frère et où je vais me faire torturer et harceler psychologiquement, voire me menacer physiquement par mes voisins du même palier, dont l'imam est Dina et Ali. J'appelle même la police et c'est la police qui, à son tour, me menace au lieu de considérer ma plainte. Il me dit donc qu'ils vont me renvoyer au Cameroun, du racisme pur et de la discrimination et de l'abus de pouvoir et des menaces verbales dont je fais l'objet des policiers. Pendant ce temps qu'ils sont partis, je reçois encore et encore des menaces de mes voisins, deux Marocains et une Marocaine et une Italienne. Alors, la prochaine fois, pour partir de là, voyant que ma porte est cassée et qu'on peut y entrer même si je la ferme à clé, je me munis encore d'un pistolet factice et je me fais embarquer par des policiers. De nouveau, c'est alors là que je croyais qu'on allait me tuer, et ceci n'est pas de l'imagination, c'est la vérité. J'avais énormément maigri, voire squelettique, alors que je mangeais tous les jours. En ce moment, je fréquente une femme mariée, marocaine, dont le mari l'a chassée de chez elle et l'a battue, mais c'est une menace supplémentaire pour moi, alors j'abandonne. Je dis au juge qui me reçoit que je suis sous maintien à Titika, et c'est là que j'ai réalisé que j'ai sauvé ma vie par le biais de Titika, mais à contresens malheureusement. Je retourne donc à Titika de nouveau et je trouve encore un mois plus tard un logement donné par le cuisinier de Titika qui s'appelle Younes en location. C'est alors qu'avec le sentiment qu'il y a une fuite de gaz, je décide de résilier le contrat à Nieder-Overbeek. Et alors, de nouveau à Titika, on me met au A3 où je reste un an et voire un an et demi avant de trouver un logement actuel. Vous voyez donc que ceci n'est que des incidents de parcours et de mauvaises rencontres que l'on m'aurait fait vivre malgré moi, et que ceci n'est que la raison simple qui m'aurait empêché d'être dans ma quiétude. De tout cela, je n'énonce pas les actions de certains services secrets sur moi et de tout ce que j'ai pu réaliser malgré tout cela. Presque 33 000 pages dactylographiées par ma personne, par mes propres mains, en l'espace de 5 ans, alors à savoir des thèses, des essais de romans, des partitions de musique. J'en compterai aujourd'hui 600 compositions différentes, dont aujourd'hui actuellement où je parle plus de 800 compositions à mon acquis, dont je possède encore les partitions. Et sachant qu'une composition aurait 3 morceaux de musique, j'ai presque 900 morceaux de musique. N'est-ce pas là la vie d'un prodige et génie hors pair qui n'a reçu que de la méchanceté, de la cruauté, de la malveillance de ses compères, tout en volant tout ce qu'il a pu réaliser? Et si je compte tout ce que j'ai relaté, verbalement sachant que j'étais espionné, cela ferait aujourd'hui 15 000 pages, voire plus, en l'espace de 5 ans. Donc, je suis resté 7 ans à Titika, pour des raisons de santé mentale, mais pas pour des raisons de santé mentale plutôt, mais simplement par malchance. De plus, à la dernière mesure de maintien, le docteur Van Leer est absent, et c'est le docteur Pierre Titika qui dit au juge que je suis agressif, ce qui est faux, car la même semaine, j'ai demandé spontanément à plusieurs infirmiers et infirmières si j'étais agressif et dangereux pour moi-même et autrui. Leur réponse est formelle, ils disent non. Alors, la non-cohérence des médecins psychiatres qui est ici donnée par Pierre Titika dit même qu'il ne connaît pas mon dossier.
et qui ne peut pas juger mon cas. Alors pourquoi est-ce qu'il a parlé au juge de moi comme s'il connaissait mon dossier? Tout ceci n'est que abus de position, abus de pouvoir, de malchance et de racisme, de discrimination. Je ne me prends pas pour une victime. Je me complais pas dans le rôle d'une victime, mais c'est l'histoire que j'ai vécue, si trop tragique avec Titika, le tort que l'on m'aurait fait par malveillance. J'ose même croire que l'on voulait me pousser à me suicider. Je déciderai alors de changer mon nom et me faire appeler Radzinski Petrovich Johannes Luis. Alors, le mythe du secret. Et si je parle du mythe du secret, tout est secret et toujours encore secret. Qu'est-ce que le secret? Comment peut-on demander et courir après le secret? Qu'est-ce qui désignerait les critères et les caractéristiques du secret? Un sujet qui tient quelque chose au secret veut dire que cette chose est connue et sue par lui tout seul, et ou par ceux qui ensemble tiennent le secret par rapport aux autres. Ce qui veut dire que l'on ne communique pas du tout, c'est-à-dire que toute communication est interdite ou que on s'interdise de toute communication. Cependant, il y a des catégories de la norme du secret, des secrets qui sont confidentiels, ou secrets, ou top secrets comme la norme de secret défense. Il s'agit ainsi de déduire, et d'après mon avis aussi, que le secret est tout un art, et que c'est même une tradition chez certaines personnes, et certaines civilisations ou certaines traditions publiques. L'occultisme est une forme de l'art du secret, c'est-à-dire cacher ce qui est vrai et en appliquer les préceptes, être le seul à connaître la vérité, tandis que d'autres individus se servent des mensonges que vous proférez sur le sujet pour ensuite les faire appliquer. Toute forme de connaissance peut être un sujet à l'instrumentalisation et contribuer à développer l'art du mensonge pour nourrir et consolider l'art du secret. Il s'agit de jouer ici avec les identités de toutes choses. Cependant, tout ce qui peut être énoncé peut servir à identifier et à camoufler l'identification en même temps. À l'heure actuelle, il suffit de voir tout ce qui est très connu, très accepté, d'usage, des coutumes, des traditions, de la mentalité. Tout ceci peut servir à laisser une identité parmi toutes ces normes. Cependant, vous vous identifiez à travers toutes ces normes le vrai du vrai. C'est-à-dire, la vérité du vrai se cache et vous contribuez à cacher cette vérité pour autant. Alors, c'est de cette façon que procèdent les sociétés secrètes comme les loges maçonniques. C'est de cette façon que procèdent les services secrets par rapport à leur action sur le monde et sur les populations du monde. Pour autant que l'on peut parler d'autres choses, hein, j'ai développé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Maintenant, quand je communique avec des gens qui ne sont pas des psychiatres, j'ai des conversations plausibles, des conversations qui me rendent psychologiquement du bien-être, qui me rendent une confirmation, qui m'apaise, qui me stimule dans le fait de ne pas fournir autant d'efforts pour prouver qu'on est en bonne santé et qu'on sait se comporter convenablement comme tout le monde. Voilà.
Ici, on ne peut pas dire plus. Hein. Il faut comprendre que c'est quand même difficile d'imaginer... comment je peux dire? C'est difficile d'imaginer que ce que je raconte est vrai. Hein. Mais quand même, il y a des façons de pouvoir y croire. Il y a des procédés, des processus de réflexion. La mise en évidence des preuves, des pièces à conviction, par exemple. Pouvoir énoncer la traçabilité d'une vérité, d'une histoire à travers tout ce qui s'est passé. Il faut savoir que si c'était top secret, les gens s'empresseront d'occulter la vérité, à moins que ce soit la justice qui ait décidé de mettre à jour la situation et d'enquêter pour punir les responsables, parce qu'il s'avère que ce sont des crimes très graves. Voilà comment j'ai vécu ça caché, que j'ai perdu un peu mon temps, peut-être. On peut dire que j'ai perdu mon temps, mais d'une autre part, j'ai pas vraiment perdu mon temps. J'ai produit énormément, jusqu'à me rapporter 4 milliards. Qui peut faire ça? Il n'y a personne qui peut faire ça à ce point. Donc j'ai été tellement rentable, énormément rentable, extrêmement rentable. Vous voyez, donc comment est-ce que les choses peuvent se passer? Par ailleurs, j'aurais inventé la technologie sur l'impression en 3 dimensions. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai inventé le processus d'hélicoptère qui se déplace, qui permet de surélever un individu, se déplace dans l'air avec un ventilateur derrière qui apparaît comme un hélicoptère. Des technologies pareilles. Il y a d'autres technologies que j'ai inventées dont je n'ai pas allusion aussi directement, mais si je confronte cela visuellement ou de façon audible, je vais pouvoir l'identifier en disant que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Voilà comment ces gens ont pu profiter de moi sans devoir me rétribuer quoi que ce soit. Ce qui me semble être tout à fait scandaleux. Hein? Voilà, il faut même plus raconter d'autres choses. Il faut comprendre que ceci est tout à fait compréhensible à ce que je raconte. Il n'y a rien à dire par le fait que c'est quelque chose de difficile à vivre. Hein? Il faut même pas y songer de cette façon-là. C'est tout à fait normal ce que je vis, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que les gens se plaignent naturellement des choses qui sont abusives par rapport à eux, qui sont difficiles. Et moi, dans ces cas, je n'ai pas eu à le faire. J'ai plutôt à redoubler d'efforts, redoubler de consistance pour pouvoir arriver au même but. Et j'ai dépassé toute production humaine rentable, dans la rentabilité, la contenance, la consistance, le type d'information, la quantité d'informations que j'ai pu dévoiler, sorties de ma tête, pour raisonner et faire entendre aux gens que voilà, je suis tout à fait normal et que je me comporte comme tout le monde et qu'il ne faut pas dire et faire autre chose que ça. Voilà. Ici, donc, c'était le projet Neumann, chapitre 5.